Souvent on me demande, parlant prénom, qu'est-ce que c'est? Eh bien, parlant prénom, c'est... Mettre l'accent sur le sens des prénoms qu'on donne, parce qu'au final, c'est quelque chose qui nous colle à la peau pour toujours. Donc, je trouvais le concept sympa. Eh bien, les prénoms, ça m'a toujours interpellée. Je pense principalement parce que j'ai donné à mon fils un prénom qui correspondait à mon mari et à moi, et parce que mon prénom à moi ne me convient pas selon mes critères, je dirais. Comment on l'a vécu, comment c'était? J'adore, j'ai plein de souvenirs qui reviennent, c'est vrai que c'est agréable de parler de tout ça. J'ai parlé plus que ce que j'aurais cru. Après, je suis très bavarde, mais non, c'était... Je suis très contente d'avoir participé à ce podcast. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Pierre Angulaire. Vous écoutez l'émission Parlons Prénom, le podcast des parents conscients. Je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation, Mélodie. Oui, merci de m'inviter. Je suis contente de parler prénom aujourd'hui. Ce qui m'intéressait surtout, en fait, c'est que dans l'optique de vraiment faire une naissance parfaite, ou en tout cas la plus belle possible pour les mères enceintes et pour les futures mères, eh ben, ce serait justement que le prénom, au final, soit vraiment la cerise sur le gâteau et vraiment le dernier élément qui viendrait vraiment clôturer cette belle naissance, quoi. Et pour arriver à ce niveau-là, eh ben, en fait, l'idéal, ce serait vraiment de préparer les futures mères, eh ben, vraiment à ce qu'elles soient pleinement conscientes d'elles, de ce qui se passe en elles, et surtout ben, éliminer le plus possible les peurs qui sont inhérentes, surtout culturellement parlant, quoi. Tu comprends? Absolument. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Alors, j'ai regardé un peu ce que tu faisais sur Instagram et sur tes links, et je me suis dit, tiens, elle a l'air sympa, ça va un peu dans le sens que je veux vraiment aller aussi. Et du coup, voilà, je t'invite aujourd'hui et merci d'avoir accepté. Avec plaisir, je suis super contente. Moi aussi, je regardais un peu, j'ai écouté tes émissions et je voyais qu'on se rejoignait, donc je suis sûre que ça va être une belle conversation. J'espère bien. Alors, je veux d'abord savoir, t'es canadienne, t'es française, tu viens d'où là en fait? Oui, je suis canadienne, une vraie québécoise des deux côtés. Bah c'est chouette parce que j'ai reçu deux trois françaises dans le podcast qui habitent près de chez toi là. Bah, elles étaient françaises. Je me suis dit tiens, j'aimerais bien avoir une vraie canadienne, tu vois. Et voilà. Alors voilà, c'est servi. Ouais, voilà que c'est fait, super. Et je voulais savoir, Mélodie, d'où vient ce prénom? Pourquoi ce prénom? T'as interrogé tes parents pour ça? Oui, en fait, c'est mon grand-père qui a choisi mon prénom. En fait, c'est lui qui a proposé l'idée. Il était allé dans une sortie, puis il avait vu une petite fille toute mignonne et elle s'appelait Mélodie. Donc, dans la guerre du choix de nom, Ah, il a apporté son idée, puis c'est celle-là que j'ai retenue. d'accord. Et au Canada, c'est récurrent que les grands-parents prennent ce rôle de trouver le prénom ou pas du tout? Non, non, c'est vraiment comme ça. Juste, en fait, j'imagine que ça l'a bien concordé avec le goût de mes parents. D'accord. Il s'appelait comment ton grand-père? René, Et René, il faisait de la musique ou pas? non, il a travaillé en construction toute sa vie. D'accord. Et toi, ton prénom, comment tu le portes? Comment tu vis avec? Je l'aime beaucoup parce que je suis beaucoup attachée à tout ce qui est le son. Il y a une légende que j'aime beaucoup dans la mythologie mésopotamienne, où en fait, il mentionne que le son, c'est le cadeau des dieux pour leur création, donc nous. Et donc, c'est le cadeau qu'on n'utilise pas
assez souvent. Et il y a plein de choses, tu sais, les moines bouddhistes qui sont toujours dans le son, les mandalas, Mhm. en fait, c'est les formes qui représentent les sons. Ouais, ouais. Donc, j'ai un lien particulier avec le son, donc j'aime beaucoup mon prénom. Selon toi, tu t'appelles Mélodie, c'est le son qui est arrivé à toi, ou alors c'est parce que tu t'appelles Mélodie que tu t'es intéressé au son? Parce que tu Bonne t'imagines bien que c'est question. pas un hasard. Mais non, c'est sûr, non, je pense que j'ai choisi mon nom d'une quelconque façon. Peut-être parce que c'était associé avec où je voulais m'en aller. Mais oui, j'ai sûrement chuchoté à l'oreille. Tu te rappelles de ce moment où justement tu voulais ce prénom-là? Parce que tu me dis que c'est toi qui l'as choisi. Et je suis d'accord avec toi, hein, c'est nous qui choisissons nos prénoms à la naissance, mais Selon mes croyances, c'est ce qui est le plus logique. Mais non, j'ai pas de souvenir de ça. Mais j'ai la conviction que c'est comme ça qu'on fait, en fait. Mélodie, donc tu es doula, c'est bien ça, hein? Oui, doula ou accompagnante à la naissance. C'est quoi une doula exactement? Ça, c'est la question, parce qu'il n'y a jamais personne qui sait c'est quoi. Ah, J'aime bien dire, tu sais, avant tout ce qui est médecine actuelle, l'ère obstétrique, on va l'appeler, avant, c'était vraiment une histoire de femmes. Évidemment, il y avait juste les femmes qui accouchaient, donc elles devaient s'entraider entre elles pour savoir ce qui allait se passer, se préparer d'une quelconque façon. Donc, c'était vraiment un cercle de femmes entre elles où les sages du village ou les chamans, peu importe, venaient pour essayer, ou les femmes qui avaient le plus d'enfants ou qui avaient assisté à plus de naissances qui venaient porter main forte. Pour moi, une doula, en fait, du moins, moi, c'est comme ça que j'aborde le fait d'être doula, je dis souvent à mes clientes, vois-moi comme la grand-mère qui a eu ou qui a fait l'expérience de 60 accouchements. On n'a pas de background médical, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmière et on ne veut pas l'être. Nous, on a vraiment un volet qui va toucher plus la préparation émotionnelle et spirituelle de la grossesse et de l'accouchement qui sont la plus grande transformation qu'une femme va vivre dans sa vie et ce, à chaque fois. mhm. Euh, Pourquoi le nombre de 60 accouchements? Parce que c'est ce que j'ai actuellement. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Et à ton avis, pour être une bonne doula, est-ce qu'il faut nécessairement avoir accouché déjà, avoir donné naissance ou pas du tout? J'aimerais te dire non pour inclure plus de femmes, mais si j'y vais dans mes croyances personnelles, je te dirais que oui, parce que c'est une expérience tellement hors du commun que c'est difficile de comprendre vraiment ce qui se passe si on n'a pas nous-mêmes fait l'expérience. Et non seulement ça, mais à la base d'une doula, c'était juste une femme qui avait eu une belle expérience de naissance et qui transmettait la confiance à l'autre maman. Donc, en fait, mon rôle, c'est de transmettre la confiance et de faire en sorte que l'environnement soit dans un environnement de confiance au lieu d'être dans un environnement de peur. Et c'est difficile, quand tu n'as pas vécu cette expérience-là, de transmettre autant de confiance, je pense. Après, j'ai accouché moi-même, donc je ne pouvais pas Mhm, faire l'expérience. mhm. Toi, tu as accouché dans quelles circonstances, par exemple? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Quand j'ai su que j'étais enceinte, étant une personne qui aime beaucoup être dans le contrôle de son corps et de son environnement, je me voyais pas accoucher puis arriver à l'hôpital et d'être comme aidez-moi quelqu'un, je sais pas quoi faire puis j'ai mal. Moi dans ma tête, c'était tellement anxiogène que je me suis dit faut que je me renseigne. J'ai commencé à me renseigner, finalement j'ai commencé à faire mon cours de doula pendant que j'étais enceinte. Et je me suis dit bien, je vais pouvoir tester mes connaissances à l'accouchement directement. Puis en fait, nous ici, les sages-femmes, c'est pas des sages-femmes libérales, c'est des sages-femmes qui sont sous la tutelle du gouvernement. Donc, ils ont des maisons de naissance qui sont
séparés de l'hôpital. Donc, nous, on a 3 options, en fait, pour accoucher. On pourrait dire 4. L'hôpital, la maison de naissance, qui est carrément un autre bâtiment, à domicile avec sage-femme ou à domicile sans aide médicale. C'est les 4 options qu'on a au Québec. Et moi, j'ai décidé d'accoucher à la maison de naissance. En fait, je ne pouvais pas accoucher à domicile parce que j'étais trop loin. Donc, je me suis rabattue sur la maison de naissance et c'est un peu comme accoucher dans un hôtel, en fait. C'est vraiment super. Et finalement, il y en est sorti que j'ai accouché. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. J'ai adoré accoucher. Oui. Non, mais C'est rare qu'on entend ça. ah oui, parce que Mais, j'entends tellement rarement celui-là. Donc, ouais. mais tu sais, je fais une parenthèse pour dire, je parlais de ça avec mes amis, puis je suis rendue à un stade tellement loin dans mon appréciation de l'accouchement que j'aimerais parfois réaccoucher sans nécessairement avoir l'enfant qui vient après, juste pour le plaisir d'accoucher. Ah, je sais plus, on va dire, j'ai une amie maintenant qui m'a dit que, et j'avais déjà entendu ça, mais tu crois vraiment, du coup, c'est possible d'accoucher dans l'orgasme? Ah ça oui, ça c'est sûr, j'en ai vu. Tu l'as vu? J'ai pas vécu ça personnellement, Mhm. mais oui, c'est absolument possible. On pourra y revenir, là. Je veux pas trop qu'on Ouais. regarde, mais bref, pour finir sur mon histoire personnelle d'accouchement, finalement, j'ai accouché en 2 heures et demie, évidemment, naturellement, sans aucune aide médicale. Et voilà, 1 heure après, j'étais debout et je faisais mes trucs, là. Ouais. C'était pas, tu sais, pour moi, accoucher, c'est facile et aussi, il y a tellement de choses qu'on sait pas en tant que femme qui peuvent faciliter l'accouchement. C'est des petites transmissions qu'on a pu, de femme à femme, que j'essaie de faire, en fait, de repartager. Puis, oui, il y a un volet qu'on peut qualifier de sexuel ou orgasmique dans un accouchement. En fait, si on y va juste à la base, quand une femme a un orgasme, il y a 3 choses qui se passent. La première, c'est qu'elle a des contractions. La deuxième, c'est qu'elle libère des hormones. Et la troisième, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans ses organes reproducteurs. Fait qu'on est à la même place dans l'accouchement. Oui, c'est les mêmes hormones, c'est les mêmes contractions, c'est les mêmes organes. Du coup, c'est logique de penser qu'il y a une corrélation. avec un prénom pareil, Mélodie, avec un M majuscule comme ça, normalement, ça donne vraiment une personne qui est bien structurée, qui veut justement, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est que tu aimes bien que les choses soient claires, tu sais bien, enfin, tu veux savoir où tu vas et comment tu as fait pour lâcher prise. C'est un travail sur soi. D'ailleurs, c'est ce que j'invite les mamans à faire durant la grossesse. Pour moi, la préparation à l'accouchement, c'est pas une préparation de concret, de physique. C'est plus une préparation cheminement personnel. Donc, tu te prépares au plus grand lâcher prise de ta vie. Puis là, c'est qu'il faut que tu retrouves confiance en toi, en ton corps, en ton bébé, en l'univers. Tu dois avoir une confiance absolue. Et aussi de comprendre que c'est pas toi qui contrôle le processus. En fait, on est un vaisseau. Donc, tu dois laisser les choses faire. Tu dois laisser ton corps faire. Tu dois avoir confiance en ton bébé, en sa capacité de naître. Tu dois laisser la nature faire ce qu'elle sait si bien faire. C'est juste faut que tu sois capable de back-up ou que tu sois capable de lâcher prise, justement. Donc, une fois que tu l'as compris, voilà. Et quels sont les leviers et les techniques que tu emploies ou que tu emploierais justement pour ces futures mères pour qu'elles lâchent prise, pour qu'elles elles évacuent un peu tout ce stress qui sont au fond d'elles et qu'on a accumulé depuis tant d'années aussi. Il y a beaucoup de déconstruction de croyances à faire. C'est mon cheval de bataille. Parce que on nous a beaucoup donné d'informations qui ne sont pas nécessairement vraies ou pas vraies pour certaines mamans ou peut-être qu'on pourrait voir d'un angle différent. Je te donne un exemple. On nous dit souvent que les femmes, on n'est pas capable d'accoucher toute seule. On a vraiment besoin de soutien. Mais ça On a vient d'où besoin ça? d'aide. Ouais. C'est quelque chose qui est ancré. On dit ça, puis on se dit,
tout le monde sait ça, right? Mm. Mais si on regarde un autre volet, si on prend un autre paire de lunettes, puis on se dit, OK, mettons que je regarde les mammifères, parce qu'on est un mammifère, n'est-ce pas? Oui. Je regarde les mammifères, Mhm. la couche en 10 minutes, pas de problème, tout est beau, merveilleux. OK. Bon, mais pourquoi moi je suis pas capable? On va un peu plus loin. Les mammifères qui sont domestiqués, les chats par exemple. Quand un chat va accoucher à domicile, le vétérinaire va dire non, 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 tu t'en mêles pas. Tu touches pas, il fait son affaire, faut pas que tu t'en mêles. Mhm. Donc, même au niveau des animaux domestiqués, on ne peut pas. La suggestion, c'est de ne pas les aider. Mais nous, qui sommes le mammifère supposément le plus évolué, oh non, toi, tu n'es pas capable. La logique ne suit plus. Fait que là, on commence à voir ça différemment, déconstruire ses croyances. Le savoir, c'est le pouvoir aussi dans une optique de déconstruction de croyances. Fait aller chercher beaucoup, se renseigner. C'est sûr qu'une douleur, ben, on a les outils, le savoir qui est combiné, qu'on connaît tout, puis on fait la synthétisation de l'information pour la maman qui ne veut pas nécessairement passer ses journées à chercher là-dessus et qui veut des sources crédibles aussi. Fait que c'est de déconstruire ses croyances pour enlever la peur. Plus tu enlèves la peur, plus tu t'en vas vers la confiance. Fait que c'est ça le travail qu'il faut faire. D'accord. Donc, si je résume bien, c'est que tu vas rentrer en dialogue avec la future mère et que dans ce dialogue-là, tu vas plus ou moins déterminer ou pointer du doigt les endroits où elle pourrait avoir certaines peurs, c'est ça? Oui, ben en fait, elle, c'est une discussion. Mhm. Elle va amener ses craintes. Ah, mais si je fais ci, si je fais ça. Fait que moi, je vais pouvoir, avec elle et avec le papa aussi, prendre leur peur puis essayer de leur faire voir ça différemment pour adoucir et qu'ils puissent tellement retirer de peur qu'elles se laissent porter par Mhm. la confiance et par l'événement en soi. Ouais. D'accord. Parce que bien souvent, c'est quand même la douleur qui revient sans cesse dans l'esprit des femmes, c'est vraiment la peur d'avoir mal. Et, Ouais. et comment on explique que, par exemple, je prends un exemple. Il y a, il y a à peu près 2 mois, 1 mois et demi d'ici, j'ai une amie qui a accouché toute seule dans ce camping-car, sans personne. Et à côté de ça, eh ben, ou plutôt face à ça, eh ben, j'ai des mères, enfin futures mères, qui elles, tout de suite, pour ne pas avoir mal, eh ben, demandent tout de suite la péridurale. Donc, comment on explique un tel écart entre ces deux psychologies? Ouais. C'est toute une question de peur, encore une fois. Il y a le docteur Lamaze, dans les années 60, qui s'est associé avec un chercheur russe et ils ont déterminé en fait que physiologiquement parlant, il n'y avait pas de raison d'avoir mal en accouchant chez l'humain. Et leur principe de base, en fait, c'était peur égale tension, tension égale douleur. Mhm. Donc, plus tu es contracté, plus tu vas contre le processus et plus tu vas mal et plus ça va être compliqué, long, etc. Donc, c'est ça qui fait la différence, différents besoins ou des différentes façons d'approcher l'accouchement pour différentes mamans. Mhm. Après, la douleur, est-ce qu'elle est là? Oui, on va pas mentir, là, on n'est pas dans un monde de licorne. Mais c'est de la façon, encore une fois, d'approcher la douleur. La douleur, c'est pas une douleur qui va blesser ton corps. Si tu la vois pas comme une douleur, mais plus comme une sensation qui permet à ton bébé de sortir. Parce que souvent, quand on a mal, on a tendance à s'exciter. Alors que là, il faut, merci, il faut l'accueillir, de Mhm. dire, OK, c'est bon, je me laisse complètement molle pour que ça fasse son travail, puis que j'aide mon bébé à sortir. En fait, nous, en tant que mère, la chose la plus difficile à faire en accouchement, c'est d'aider notre bébé à sortir en se laissant faire. Donc, c'est vraiment d'agir comme un vaisseau, de D'accord. ne pas entraver la sortie. Mais il y a quand même toujours une petite technique à faire, c'est que faut laisser aller, mais en même temps, faut retenir, non? Parce que
faudrait pas non plus frôler l'épisiotomie ou... Non, il n'y a rien à faire. D'accord. En fait, une femme dans le coma, son corps accouche toute seule. Dans le coma? Fait que ça, c'est... Oui. Ouais. Fait que ça, c'est la preuve ultime que c'est vraiment un acte physiologique. D'accord. Donc, c'est la même chose que faire caca. Mhm. Voilà, c'est comme, on peut accompagner notre corps, mais la plupart du temps, si tu essaies de forcer, si tu essaies de faire quelque chose, ça va comme plus péter quelque chose. Ça va briser quelque chose ou ça marchera pas bien. Mhm. C'est vraiment juste comme laisser notre corps faire, en fait. Est-ce que tu utilises l'eau ou... L'eau, dans certains cas, oui, c'est super bon pour la gestion de douleur. Après, des fois, ça arrive qu'on accouche trop vite puis qu'on accouche dans l'eau, mais au départ, l'utilisation du bain ou de la piscine, c'était vraiment pour la gestion de douleur. J'ai entendu aussi qu'il y avait des chants prénataux. Et ça consiste en quoi, ça, exactement? Toi qui es dans la musique et le chant, justement. Oui, j'aime beaucoup cette technique-là. En fait, c'est un peu pour travailler ta respiration. Tu sais, le chant, tu as besoin d'avoir une respiration quand même continue. Donc, ça, et en même temps, en faisant différents sons, tu peux, en fait, chez la femme, tu as ce qu'on appelle la loi du sphincter, où notre mâchoire est associée avec notre col de l'utérus. Donc, quand on a la mâchoire détendue, on a le col aussi qui est détendu. Donc, les sons graves, en ayant la mâchoire détendue, en faisant un son grave, ça permet de détendre aussi au niveau du col. Fait que c'est là où le chant peut aider, ou le sonore peut aider durant la grossesse et l'accouchement. D'ailleurs, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de faire mon cours pour faire du sound healing, des bols tibétains. Mhm. Fait que je fais ça maintenant en prénatal pour les mamans. Au niveau du son, avec la vibration, ça vient fluidifier les cellules. On peut permettre une connexion vraiment plus intense avec le bébé, ou même faire une rétrograde vers notre propre expérience utérine pour essayer d'aller dégager des blocages générationnels. Tu crois que c'est les peurs qui sont liées à l'accouchement, c'est vraiment générationnel, donc ça revient des parents et des grands-parents? Ou c'est vraiment dans une vision globale où c'est plutôt culturel et que c'est vraiment quelque chose qui... Ça peut être les deux. Il y en a beaucoup. La plupart sont culturelles. Si on parle, par exemple, à nos mères ou à nos grands-mères, on voit que la peur de l'accouchement n'était pas du tout autant présent qu'en ce moment. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de culturel. Après, il y en a certaines qui sont un peu plus transgénérationnelles. Des plus gros traumatismes. Mais si je me souviens bien, j'ai déjà vu une donnée qui disait que si toi, tu étais mis par césarienne, tu avais un plus haut risque d'accoucher toi aussi en césarienne. Ah oui, Parce que c'est comme, c'est un traumatisme générationnel. c'est ça, ouais, ça se transmet, ouais, génétiquement ça se transmet. Mais tu peux casser ça, par exemple. C'est juste qu'il faut que tu en sois conscient. On fait souvent des points de pression, de l'acupression sur différents points, surtout au niveau des pieds, des chevilles, il y en a beaucoup pour aider au niveau de la douleur. Mais oui, effectivement, on pourrait faire des points aussi au niveau de la mâchoire. C'est intéressant ça. Ouais. Tu t'accompagnes les parents aussi, enfin le père, les... Les deux. Les deux. Dans le fond, en prénatal, ce qu'on va faire, c'est vraiment, comme on disait tantôt, là, essayer d'aller adoucir les peurs, de vraiment booster la confiance, autant chez la mère que chez le père. S'assurer qu'ils ont tous les éléments en main pour avoir une expérience d'accouchement comme ils le souhaitent, qu'ils retrouvent un peu aussi leur autonomie. Souvent, on a peur du personnel médical, ou on sent comme si c'était, mettons, l'autorité. J'essaie de leur redonner un peu leur autonomie en disant, ben voici tes droits, c'est toi qui choisis, c'est ton accouchement.
dans ce sens-là. Après ça, évidemment, je suis là lors de l'accouchement et en postnatal, si la maman a besoin d'aide au niveau de l'allaitement aussi. Mhm. Comment ça se passe au Québec, au Canada? Euh, les parents, ils peuvent très bien faire, donner naissance à la maison. Il y a pas il y a pas de poursuite à ce niveau-là. Je veux- Non, c'est légal d'accoucher chez soi. Mhm. Parce qu'en France, c'est légal, mais c'est tellement encadré, et il y a tellement de barrières pour pas que ça arrive, qu'il y a aussi des histoires qui sont arrivées où l'enfant a été retiré des parents parce que Ouais. les parents avaient eu l'audace d'accoucher à la maison. Et quand on en est à ce point-là de terrorisme au final, qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les mères que tout va bien se passer au final et quand même? Ça, j'ai vu passer ça. En France, c'est un peu plus intense qu'au Ouais. Québec par Mhm. rapport à ça. C'est définitivement mal vu. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. Puis, tu sais, en fait, pour moi, je pense, comme tu l'as un peu dit, si on enlève l'enfant aux parents suite à ça, en fait, c'est pour faire des exemples, pour s'assurer que les autres mères le font pas. C'est ça. Puis, en fait, au niveau de l'accompagnement, comment moi je l'approcherais, c'est qu'il faut pas que tu aies peur, tu sais, en accouchement. Fait que si ça, c'est quelque chose pour laquelle tu as peur, que tu as peur de te faire enlever ton enfant, ce qui est très légitime, on va se le Mm. dire. Des fois, c'est quasiment mieux d'aller en milieu hospitalier et tant à être en milieu hospitalier, mais d'affirmer ses choix, que de rester à la maison et d'avoir peur. Moi, Et, c'est comme ça que je l'aborderai avec la mère. et est-ce que en tant que doula, tu peux accompagner les parents à l'hôpital pour Oh, l'accouchement? Oui. absolument. Oui. Donc tu peux être là en appoint en supplément de l'équipe médicale? Oui, parce qu'en fait, on n'a pas du tout le même rôle. Tu sais, le personnel médical, très rarement, ils vont avoir, en fait, les outils nécessaires pour un accouchement naturel. C'est ce que je me suis rendu compte avec ma pratique. Leur vérité, généralement, ils vont voir des accouchements médicalisés parce que, voilà, c'est la norme dans les hôpitaux. On parle, au Québec, on parle d'un 75% de taux péridurale. Et voilà, ils sont pas habitués de voir des accouchements naturels. Et des fois, ça m'est arrivé, ok, tu veux un accouchement naturel, ta douleur est là, parfait, je te laisse tranquille. Ils ont comme, tu sais, des fois, ils ont juste pas les outils. Mhm. Fait que oui, je suis là pour le soutien émotionnel. Et même si le personnel médical sait comment faire un accouchement naturel, il reste qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'être là émotionnellement pour la maman parce qu'ils sont en sous-effectif. Comment on fait pour trouver une doula? Il y a un bottin là-dedans? Il y a un carnet d'adresses? Comment on fait? Oui, ben, ce que j'ai trouvé le plus facile, c'est sur les groupes Facebook. Je pense qu'il y en a plusieurs en France. Moi, il y en a juste un au Québec, c'est moi qui l'ai créé. C'est Trouve ta doula Québec. Et je pense que c'est vraiment la façon la plus facile parce qu'il n'y a pas d'ordre. Il y a une association, mais c'est pas tous les doulas qui sont dessus. Et oui, voilà, je pense vraiment qu'il faut passer par les groupes Facebook. Au Québec, ce genre de prestation, c'est remboursé par la Sécu ou pas du tout? Non. Par contre, ça peut être remboursé par les assurances privées. N'importe quel assureur, là, pas toutes les doulas, mais certaines d'entre elles peuvent être remboursées Mhm. Et, dépendamment de leur titre. d'accord. Et on fait quelle démarche pour être remboursé si on veut? Ben, c'est comme pareil qu'un ostéo ou un massage. D'accord. Nous, on émet un reçu et voilà, je transmets à l'assureur. Quelle est la frontière réelle entre la doula et la sage-femme alors? Oui, c'est une bonne question parce que la plupart des personnes ne le savent pas. Et même moi, au départ, quand que j'ai commencé mes, mes, mes cours de doula, je me disais, ah ouais, mais moi, j'ai une sage-femme, j'ai pas besoin. Et finalement, j'ai vraiment vu la différence. Une sage-femme a effectivement plus de temps au niveau émotionnel,
qu'un médecin, par exemple. Plus de temps en grossesse, plus de temps en accouchement. Elles ont aussi généralement plus la vision accouchement naturel que médical, parce que elles sont sages-femmes. Mais après, il y a quand même des différences. Bon, bien sûr, la sage-femme pourrait être doula, mais la doula ne pourrait pas être sage-femme. Parce que nous, on n'a pas la sage-femme a beaucoup d'années d'université en volet obstétrique que nous, on n'a pas du tout. Nous, on est vraiment plus là en soutien et on est aussi là pour créer un lien avec la maman. T'sais, nous, on se voit beaucoup de fois en prénatal, puis on est disponible en tout temps. Fait que souvent, avec mes mamans, on va se parler à chaque jour ou à chaque semaine par Messenger ou quelque chose. Fait qu'on a vraiment un lien très, très fort de confiance. D'accord. Par rapport à un autre, une sage-femme, par exemple, que tu vois aux 6 semaines, le lien est un peu moins fort et des fois, c'est la confiance, justement, qu'on disait tantôt, on veut transmettre la confiance, mais quand tu as une personne vraiment de confiance avec qui tu as tissé un lien, ça fait la différence. Toi, Mélodie, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier, cette activité? Quand j'ai commencé à lire sur le sujet, j'ai découvert tellement de choses, j'étais comme, oh mon Dieu, faut que je le dise à tout le monde. Faut que je le dise à tout le monde, parce que j'avais comme l'impression d'avoir les clés de la maternité, des trucs pour, c'est comme, guys, vous pouvez faciliter votre accouchement, genre, c'est possible, puis on se fait dire l'inverse, on se fait dire, on sait pas comment ça va se passer, on peut rien faire. Non, il y a vraiment des choses concrètes qu'on peut faire, que j'étais comme, je veux le dire à tout le monde. D'accord. Tu prépares aussi le corps des femmes, notamment avec des exercices physiques, du yoga, attraper de la souplesse aussi peut-être? Moi, j'invite les mamans à faire, à regarder différentes, formes de yoga prénatal. Donc oui, je vais les inviter à faire du yoga, mais moi personnellement, j'ai aucune formation pour toucher concrètement le corps ou faire quelque chose sur leur corps. Après, je peux leur proposer différentes choses, dont oui, des routines de yoga que je fais parce que je suis pas de yoga prénatal. Mais sinon, non, je fais plus vraiment leur donner l'information, puis après, ils choisissent. Est-ce que tu as déjà eu un accouchement difficile, on va dire, depuis dans tes 60 accouchements? Quelle est la chose la plus difficile que tu aies vécue pour l'instant dans tes accouchements qui a pu peut-être te remettre en question dans ce que tu faisais? En fait, il y a 2 volets à ta question. Pour moi, en tant que doula, le plus difficile que j'ai eu à vivre, ça pourrait être des choses comme... Parce que moi, je suis juste là pour soutenir, tu vois. Je suis pas là pour prendre des décisions, jamais. Donc, des fois, il y a eu des décisions de maman qui ont été prises et que je sais que c'était pas bon pour le bébé, mais je peux pas rien dire. Pourquoi tu peux rien dire? C'est très difficile. Parce que c'est pas mon accouchement. Une fois que la maman, elle est en connaissance de cause, qu'elle connaît la situation et qu'elle veut quand même le faire, D'accord. c'est pas à moi de prendre cette décision-là, c'est pas mon accouchement. Fait que ça, c'est difficile en tant que personne pour moi. Après, j'ai jamais eu d'histoire d'horreur qu'on pourrait qualifier. Il y a des choses, évidemment, c'est pas tous les accouchements qui se passent. Tu vois, rapidement, tantôt, quand tu as parlé d'une naissance un peu spéciale, plus complexe qu'à la norme, j'ai pensé à cette fois où la maman avait décidé d'accoucher seule chez elle. Puis, elle m'appelle et elle me dit, Mélo, j'ai senti une tornade dans mon ventre, c'est bizarre. Fait que je m'en vais chez elle. Puis, on se rend compte que finalement, le bébé s'est retourné de côté. Et là, elle arrive par le siège, donc par les fesses. Et finalement, là, j'ai dit, on doit se rendre à l'hôpital, tu vois. Et puis, c'est drôle, justement, je n'avais même pas fait le lit. Cette maman-là, sa plus grande peur, c'était d'accoucher en siège parce qu'elle-même était née en siège. Elle l'a créé peut-être. 100%.
parce que, C'est incroyable. oui, parce que le bébé était super bien positionné depuis plusieurs semaines et Ouais, voilà qu'elle rentre en contraction et il se retourne. ouais. On voit rarement ça, Il là, n'a pas envie de rarement. venir. Non, c'est ça. Mais cette maman-là, en l'enfant à l'hôpital, je la fais marcher tout le. Moi, j'aimerais ça. Parce que c'est possible d'accoucher vaginalement Ah ouais, sans ouais, ciage. j'ai une amie qui l'a fait. Donc, Ah, ouais. voilà. Mais tu sais, c'est pas mince affaire et c'est pas tous les docteurs qui sont à l'aise avec ça. Du coup, moi, je la fais marcher tout le truc. Uh-huh. Et on arrive en haut et c'est la fin. On est rendu à 10 cm. Et là, elle a tellement peur, elle me dit, moi, je m'en vais en césarienne. Je vais m'en vais en césarienne, c'est sûr, c'est Oui, ça hors y de est. question. Waouh. Elle veut rien savoir. Là, moi, je lui dis, écoute, là, t'es rendu, là, t'es capable, tu vas briser ton chaîne familial. Là. Elle me dit, je veux plus t'entendre parler, je m'en vais en césarienne, je finis là. Et tellement que la médecin a dit, pendant qu'on prépare la salle, ne te lève pas, parce que ton bébé va comme sortir si tu te lèves. Là. Ouais. Mais moi, j'ai dit, mais voyons donc, là, je prends le papa, je dis, fais quelque chose, ça n'a pas d'allure. Écoute, finalement, on n'a pas eu le temps de préparer la salle qu'elle sentait trop fort pousser. Donc, le médecin a dit, on l'essaye comme ça, et elle a réussi, comme une championne, sans péridurale, sans rien, à donner naissance en siège à son bébé, et c'était pas long, là, ça a pris peut-être 1 heure et demie en tout, là. Ouais. Du début des contractions jusqu'à la fin. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose hors norme. Et est-ce qu'elle t'a expliqué à un moment donné mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi d'un seul coup elle a pris peur et quel a Ben, été le c'est biais justement, cognitif pour ça? oui, ben, c'est justement à cause du fait qu'elle était née en siège, puis que suite à cette naissance en siège-là, elle a eu beaucoup de réhabilitation à faire parce qu'il avait cassé la clavicule pour qu'elle passe dans le bassin, puis là, elle voulait pas revivre ça avec son enfant. Ouais. Mais je pense qu'elle s'est. Elle a réussi à se minder. Ah ouais, oui, on se rend pas compte à quel point on peut créer quelque chose rien qu'en le répétant et Ouais. ouais, c'est incroyable. Quand tu dis une naissance on dit comment? Physiologique, physionomique? Physiologique. 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 Tu laisses bien évidemment les mères accoucher comme elles ont envie, la position qu'elles veulent. Tu n'orientes pas. Dans le fond, il y a 3 distinctions à faire qui sont super importantes dans le langage quand on parle d'accouchement. Premièrement, il y a l'accouchement par voie vaginale. Okay, donc ça, c'est peu importe comment que ton accouchement se passe, tant qu'il sort par ton vagin. Deuxième, accouchement naturel. Souvent, on va confondre les deux. Accouchement naturel, c'est pas de médication du tout. Évidemment, il va sortir par la même place, mais souvent, on va entendre prends la péridurale, tu vas quand même avoir un accouchement naturel. Non. D'accord. Tu vas avoir un accouchement vaginal, mais tu n'auras pas un accouchement naturel. Oui. Vaginal, naturel et physiologique, c'est la barre au-dessus. C'est en fait aucune intervention d'une quelconque façon. Donc, proposer à la mère de prendre une position quelconque, proposer à la mère d'avoir un sculpté, n'importe quoi. En fait, aucune indication pour la mère. Vraiment, on la laisse dans son pouvoir personnel. Est-ce que tu utilises notamment, on parlait de ça tout à l'heure, les ondes de forme, les mantras, ce genre de choses pour justement, comment dire, réincruster d'une certaine manière des idées plus positives dans l'esprit de la future mère ou pas? Alors, ça dépend. Ça m'est déjà arrivé. Ça dépend du contexte, de l'environnement, de ce que je sens que la maman a besoin à ce moment précis-là. Souvent, quand la douleur embarque, les hormones aussi, qui vont faire en sorte que la maman va aller dans un état de conscience altéré. Elle va vraiment rentrer en espèce de méditation ou de transe. Et rendu là, tu n'as plus besoin de rien faire pour elle. Tu dois vraiment juste la laisser dans sa bulle. Puis,
des fois, ben, évidemment, elle va ressortir de cette bulle-là. Et souvent, la seule chose qu'on a à faire, c'est de lui dire que c'est correct. Elle va avoir comme, hey là, c'est correct? Oui, tout est beau. Ah, ok, c'est bon. Là, après ça, elle peut se remettre dans son état. Fait que souvent, en tant qu'accompagnateur, c'est ce qui est bizarre à dire, c'est qu'on fait tout, mais on fait rien en même temps. On tient l'espace, un peu comme on dit dans notre jargon, c'est qu'on tient l'espace, on s'assure que son environnement, même pour son subconscient, est sécuritaire. C'est un peu le même procédé que s'endormir. S'endormir, c'est un état de lâcher prise qu'on connaît bien. S'endormir dans notre lit, c'est facile. S'endormir dans le milieu de la rue, c'est compliqué parce que l'environnement est trop dangereux. Fait que si la maman se sent pas assez en sécurité pour rentrer dans sa bulle, ben c'est là que ça occasionne des problèmes et c'est là que notre rôle, à moi, mais aussi au papa, de s'assurer que l'environnement soit favorable. Et d'après toi, les meilleures naissances, ça se passe dans des piscines, donc genre pas spécialement la piscine communale, hein, mais la piscine chez soi avec les petits boudins ou pas du tout, ou alors ça peut être aussi vraiment bah, partout, n'importe quelle circonstance. En fait, j'aimerais te dire que la meilleure place pour accoucher, c'est la place où la maman se sent en plus en sécurité, simplement. Fait que si cette maman-là, c'est à l'hôpital, alors c'est la meilleure place pour elle. Si c'est chez elle, dans la piscine, alors ce sera ça. Ça va vraiment dépendre. Alors oui, la réponse c'est partout. Ça dépend de la maman. Est-ce que tu accompagnes également la maman donc après naissance pour toutes les questions d'allaitement, ce genre de choses? Qu'est-ce que tu fais exactement? Un peu au même titre qu'une marraine d'allaitement, si elle a besoin d'aide, si elle a des blessures, si elle a l'impression que son bébé ne prend pas bien le sein, on va vraiment faire du soutien à ce niveau-là. Mhm. Tu règles les mammites aussi ou pas du tout? Comment? Tu règles les mammites, les problèmes d'allaitement quand il y a obstruction du lait, ce genre de choses? Alors, je peux lui indiquer qui contacter ou ça dépend de la gravité. Là. Mhm. Mais il y a aussi beaucoup de soutien émotionnel. C'est très difficile le postnatal, surtout dans les jours suivant l'accouchement, parce qu'après ça, les hormones, ils descendent, puis là, c'est un peu le baby blues qui commence. D'accord. Fait qu'on fait aussi du soutien à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe quand une mère est en baby blues justement et comment on la reconnecte à son bébé au final? La connexion avec le bébé, ça se fait de différentes façons, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez. C'est pas toujours l'amour fou. Oui, absolument. Des fois, il y a un moment d'adaptation. La façon dont l'enfant naît aussi a un impact sur le lien d'attachement mère-bébé. Le fait d'avoir le bébé en peau à peau directement. Le regard, connecter le regard rapidement avec le lien d'attachement. Évidemment, si c'est sans médication, généralement, en fait, c'est que de sentir ton bébé passer permet à ton cerveau de comprendre qu'il sort. Si tu ne le sens pas, des fois, ton cerveau n'a pas compris que ton bébé est sorti. Puis quand on met le bébé sur toi, c'est comme, c'est pas mon bébé. Ouais, oui. Fait que, des fois, c'est long. Mais c'est ça, c'est faire des séances de peau à peau, souvent, pour remédier le lien d'attachement. Aider la mère à déculpabiliser du fait qu'elle ne fait que s'occuper de son enfant. C'est souvent le stress associé au postnatal, c'est OK, je m'occupe de mon enfant, mais je fais aussi tout ce que je faisais avant. Le souper, non. Il faut que s'occuper de ton enfant. En fait, les premiers 7 jours, tu devrais juste être couché dans ton lit avec ton petit de réfère. Et tu peux te transformer en tant que doula en tant qu'auxiliaire de vie ou c'est pas du tout ton domaine alors? Non. Ça s'arrête là? Non, je peux pas faire ça. D'accord. Rien de qui touche le médical, c'est pas moi. D'accord. Non, mais je veux dire par là, par exemple, tu pourrais les aider à cuisiner, à faire des plats pour que, tu vois? Oui, il y en a certaines qui font ça. Ça s'appelle les services de relevailles. Moi, personnellement, je le fais pas. Mais oui, des fois, il y a des doulas qui font un bloc de 3 heures pour soit tenir le bébé ou justement faire la vaisselle ou le ménage. Oui, ça pourrait, effectivement.
Et si moi, en tant que future mère, j'aimerais vraiment être accompagné d'une doula, je dois compter quel budget, par exemple? C'est cher ou pas? Combien ça coûte une Ça dé- prestation comme ça? Mais là, c'est difficile. Je vais te donner les prix au Québec. Oui, oui, mais je parle beaucoup pour l'auditoire québécois, justement. Mm, Et ça varie beaucoup, tu sais, d'un accompagnante à l'autre. mhm, On pourrait calculer entre un 1000 et un 2000 $ pour un accompagnement à la naissance. mhm, Puis, ça fait vraiment la différence. C'est quand on regarde au niveau des statistiques, je peux t'en donner deux, trois, là, mettons, tu as 50% moins de chances de césarienne avec une doula. Des accouchements 25% plus courts avec une doula. ah bah ça, Euh, faut le crier bien fort, quoi. voilà, c'est Clair. des choses Ah, qui sont vraiment comme concrètes et toutes les mamans qui ont eu un accompagnement avec une doula, une bonne doula, ils vont le dire, là, ça valait tout. ah, Ça valait tout. Et c'est souvent ça que je veux dire à une maman ou à un papa qui dit on n'en a pas besoin. Mais combien ça vaut pour toi une expérience améliorée pour ton enfant mm, ou moins de chances de césarienne, combien ça vaut? C'est ça aussi, tu sais, des fois où j'ai fait une vidéo qui était bien populaire, que tout le monde riait de tu peux passer 20 000 pour faire un mariage, ouais, ouais, mais tu peux pas mettre 2 000 sur la naissance de ton enfant. ouais, voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai, l'argument, bah, je trouve il a assez de points, effectivement. Ouais. Tu- Certaines personnes vont vont faire un emprunt même pour le mariage et compagnie, alors que pour leur naissance, enfin la naissance de leur enfant, non. Pourquoi? Non, il voit pas trop pourquoi. Ah, Mais je pense qu'on connaît pas aussi l'impact. Tu sais, il y a la période primale qu'on appelle, mhm, qui est de la conception jusqu'à l'âge de 1 an mhm, de l'enfant. Ça, c'est la période où son système immunitaire, entre autres, crée sa fondation. mhm, Donc, c'est vraiment là où le système de santé de ton enfant va se solidifier pour la suite de toute sa vie. Et le point culminant, c'est l'accouchement. Donc, la façon dont l'accouchement, puis maintenant, on sait, maintenant, il y a d'autres choses aussi qui embarquent sur le volet plus émotionnel. Comment, s'il n'y a pas les hormones de sa maman, ça va l'impacter dans le futur. Il y a tellement de choses qui sont en lien avec l'accouchement. Tu dis, quand tu sais ça, tu dis, my God, il faut tout que je fasse pour mhm. que l'accouchement soit impeccable. C'est vrai. En tout cas, le plus qu'on puisse le faire, quoi. Oui, voilà. Est-ce que tu pourrais me dire plus ou moins si allez, quels sont les prénoms les plus récurrents que t'as fait naître alors? Est-ce que tu pourrais me dire ça ou pas? Je pense pas. Tu penses Non, pas? il n'y en a pas de récurrent. Je pense pas qu'il y en a un qui s'est appelé pareil. Ah, c'est bien ça. Ouais. Je peux te dire par contre que moi, ma petite fille, elle s'appelle Flora. Laura. Et j'ai un couple que j'ai accompagné qui ont appelé leur fille Flora. Donc, Et c'était en hommage à toi ou? alors je pense que l'idée venait de moi, mais c'était pas pour en hommage à moi, c'est juste parce qu'ils ont aimé le prénom. Hmm, d'accord. Est-ce que tu devines pourquoi d'une certaine manière, tu te dédies un peu à ton prochain? Ah, je me sens juste poussée, moi. C'est marrant. Donc c'est quelque chose qui est en toi, mais tu l'expliques pas spécialement alors, c'est ça? Ouais, je pense que je ressens surtout envers les femmes, je pense, un besoin de sisterhood, c'est ça, qu'on soit plus fortes ensemble. En fait, c'est le lien comme je disais tantôt, de recréer le cercle féminin un peu, l'échange entre femmes, des conseils qu'on a tant besoin, qu'on a plus dans cette société un peu individualiste. Mhm. C'est ça que je veux aller. Ouais, ouais. Mélodie, j'ai adoré cet entretien. Pareillement. C'était tellement, c'est très très agréable. Et, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter à tout ceci? Merci de m'avoir invité. Je suis super contente d'avoir parlé d'accouchement. J'aime tellement ça. Merci à toi, Mélodie. On se parlera bientôt. Oui.
Ok. Bye! Bye. Chers auditeurs, merci. Merci d'être toujours plus nombreux à notre écoute. Si tu aimes le contenu de ce podcast, alors n'hésite surtout pas à le soutenir en lui accordant le plus grand nombre d'étoiles sur les plateformes de diffusion, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Commentez, partagez et abonnez-vous sur nos médias sociaux afin d'être rapidement mis au courant de la sortie de nouveaux contenus. Vos retours et encouragements demeurent profitables à la qualité de l'émission.